D'accord. Ça y est, c'est bon pour tout le monde? On peut démarrer? Ok. C'est important dans la vie de pouvoir mettre un visage derrière un nom. C'est la marque de fabrique. C'est ce qu'il y a de plus important pour vous quand vous entrez en contact avec un tiers. Dama ko nuyu fayuma mooy faalewuma. Je l'ai appelé par son nom, il ne se souvenait plus de mon nom. C'est des choses qui sont importantes dans la vie. On vous apprend des théories de management, mais les théories de management sont assises sur nos valeurs. Quand vous allez dans un programme de MBA aux États-Unis, le premier mois, on vous impose tous les jours de faire le bilan de votre journée. Le bilan de votre journée, ce n'est pas vos connaissances. Le bilan de votre journée, ce n'est pas l'argent que vous avez gagné. Combien de personnes vous avez connues? Ça, c'est une richesse inestimable. Nous, on était quelques rares Africains et puis des Français, on était perdus. Mais l'Américain va vous poser des questions. Madame Lach, vous êtes mariée, vous avez des enfants. Quelle est votre date d'anniversaire? La personne que vous connaissez à peine depuis une semaine, s'il se trouve que dans la semaine c'est votre anniversaire, va vous envoyer un avis. Happy birthday. Comment ça? Il ne me connaît pas, chose. Les personnes qui vous sont les plus chères oublient souvent votre date anniversaire. Ça arrive souvent au mari. Tiens, il ne se souvient même pas de l'anniversaire de notre mariage. Catastrophe. Donc, je crois qu'il est important dans la vie de comprendre que le management, ce n'est pas des outils techniques très éloignés, c'est des valeurs. C'est tellement vrai que dans notre culture, su ma la nuyoo ni la Guèye Ndioro Bassi daa xam ni wekk naa la delloo naa la fa nga nekk jox naa la si cër xam naa yaay kan. Mais quelle belle entrée en matière. On vous dit qu'en marketing, vous devez vous intéresser à vos clients. Vous devez savoir quels sont leurs besoins. Vous devez chercher à les satisfaire. Ki nga dajal ne ko Guèye Ndioro Bassi. Mais kooku yabuloo ko. Donc je crois qu'il est fondamental que vous compreniez que le management, c'est des actes quotidiens qu'on pose et qui finalement finissent par nous faire atteindre l'excellence parce que simplement nous avons appris régulièrement à poser ces actes. Dans notre culture, évidemment, l'élément de reconnaissance est quelque chose de fondamental. Et si vous rencontrez quelqu'un qui vous appelle, Khadim, comment allez-vous? Ah, depuis le PSEJ. Alors, votre projet, ceci, cela. Si je suis un peu curieux, votre père, vos parents, vous êtes toujours ceci. Mais nit ko dajal mu fàttaliku loolu yëpp ci yow fàtte nga turam fàtte nga santam ngeen war négocier kan mooy gagner? En fait, on va vous apprendre des techniques de négociation, mais qui ngay négocier mu ñëw avec des acquis. Il s'est intéressé à vous, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Et ça, c'est culturel. Ici, nous avons l'habitude, et nous y avons ajouté nos déformations de francophones, de donner une grande place à l'entrée en relation. L'Américain, c'est une autre culture. L'Américain, quand il vient vous dire voilà qui il est. I am and you, ça veut dire voilà combien de millions de dollars je pèse. Là, ce n'est plus une question de culture. L'Amérique n'a pas de culture. C'est un melting pot, des gens qui viennent de partout. Donc ici, la valeur, c'est une valeur dollar.
Et donc, je crois qu'il est important de comprendre que ce qui est le plus important en management, c'est l'état d'esprit. Yëg-yëg alxuraan dañ koy jàng mais amul dégg-dégg bi jeex na. Yàlla nee na ki déggul mook bàyyi ma bee yam kenn sant ko dara. Donc je crois qu'il faut aller jusqu'au fond des choses. Quand on parle de ces théories-là, moi j'ai dépassé le stade des techniques de management. Je suis au stade de l'état d'esprit. Yëg-yëg bi. Si vous voulez faire du management dans vos entreprises et que vous ne le faites pas dans vos familles, c'est perdu d'avance. Donc je crois qu'il ne faut pas considérer que c'est des recettes pour l'entreprise et il y a des recettes dans la vie. Je reviens à la journée d'hier où il s'est agi essentiellement de vous faire comprendre qu'une dynamique entrepreneuriale part d'abord d'un rêve. Chacun d'entre nous a un projet de bonheur pour sa personne. Il se projette. Demain, je voudrais être ceci. Mais pour y arriver, voilà le séquentiel. Dans 1 an, voilà. Dans 2 ans, dans 3 ans. Mais dans 10 ans. Si vous vous situez dans 10 ans, vous allez voir combien votre projet a d'exigences. Je suppose que tout un chacun d'entre nous voudrait demain avoir quand même une belle maison. Bon, une case, c'est une belle maison. Un baraquement, c'est une belle maison. Mais l'avoir sur la corniche ouest de Dakar, c'est aussi une belle maison. Hein? L'avoir et avoir une seconde résidence, c'est aussi un confort que vous souhaitez. L'avoir et conduire une 2 chevaux, c'est un projet. Mais l'avoir et aussi demain, chaque année, pouvoir changer et acheter la dernière Mercedes qui est sortie au salon de voiture, c'est une bonne chose aussi. Si vous pouvez l'avoir, avoir une voiture pour votre épouse et même pour vos enfants, c'est aussi un projet. Si vous pouvez faire le projet de dire demain, mes enfants iront dans les meilleures écoles, là, vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Aujourd'hui, un bon salaire, ce serait quoi? Madame Lach, un bon salaire pour vous, ce serait quoi? Allez-y, dites-moi simplement. Oui, allez-y, je vous en prie. Hein, comment? 6 millions. Par mois, hein? Qui d'autre? Je vous entends mal. Oui, non, je n'ai pas dit ça, je veux un chiffre. Satisfaire ses besoins, on peut habiter dans une case, on peut manger du ketchup tous les jours, c'est satisfaire ses besoins. Vous savez, on est en univers marketing. Là aussi, ça fait partie des fondements. On vous apprend des choses et on ne vous dit pas l'essentiel. Satisfaire ses besoins. Wolof nee na juróom-ñeenti baadoola ku leen bëgg a dimbali da nga leen di fukkeel. Satisfaire ses besoins en marketing, où il y a une relation de marché, celui dont on prend les besoins en considération pour les satisfaire mooy ku am njëgu loolu bu dul loolu dañ lay sarax ci desutu añ bi desul bu ñu la sarax. La notion de solidarité est antinomique de la notion de marché. Donc le besoin qu'on considère en marché, c'est le besoin de celui qui sent le stimuli, mais qui a les moyens et qui accepte de les consacrer à ce besoin. Bu añ jotee ñenn ñi pencaaf, ñenn ñi ceebu yaboy, ñenn ñi ceebu coof, ñenn ñi dañuy dem dans un restaurant, ils vont demander un canard aux oranges. Et tout ça, c'est le même besoin. Mais seulement boo nekkee ouvrier nekk ci chantier amuloo dul pencaaf da ngay kale biir bi pour mën a taxaw. Ça c'est un trompe-la-faim. Hein? Da ngay lekk gerte boole ko mburu mu bare naan ndox mu bare biir bi junki nga ñëw taxaw di yann brigi bu ngoonee nga wàcc. Kër ga benn repas moo fa am kenn du nekki kenn du añ benn yoon rek lay doon reer. Donc je crois qu'il faut comprendre, satisfaire les besoins. On n'est pas dans la relation marchande. Ici, certains d'entre vous ont parlé d'entrepreneuriat social. Je ne l'ai pas exclu.
Mais si vous êtes en entrepreneuriat pour gagner de l'argent, le besoin que vous considérez, c'est le besoin solvable. Est-ce que ça c'est clair là? Su fekkee ni mënuloo fayu, vous vendez, vous ne savez pas vous faire payer, demal jàkka ja wala nga dem église. Fii moom kuy jaay da nga bëgg ñu jox la xaalis, da nga bëgg soo wàccee sa poche am lu ci nekk. Je crois qu'il y a là une valeur et une philosophie qui est fondamentale. Donc moi je veux pas de... Je veux juste rajouter net. Comment? Net. Ah, bravo ma fille. Alors, 6 millions net. Ça veut dire dans l'année 72 millions. Maintenant, quand vous vous projetez, il vous faut quand même faire le bilan de ça. Si j'ai 72 millions, je vais dépenser tel, je vais économiser tel. Dans 3 ans, je pourrais m'acheter ma maison à Fann. Dans 5 ans, je pourrais peut-être ceci et cela. Faites le bilan, vous allez vous rendre compte du fait que vous n'êtes pas dans vos projets. Ce que vous gagnez là ne vous permet pas demain d'avoir une maison digne. Aujourd'hui, c'est à Diamniadio, hein? Certains d'entre vous, ils habiteront peut-être derrière Thiès. Donc, il faut mettre en harmonie vos projets avec donc les revenus que vous pouvez en attendre. Si ça, vous le faites intimement, vous faites le bilan. Aujourd'hui, si un bon salaire, pour moi, c'est ceci, eh bien, dans 5 ans, combien j'ai économisé? Mais si revenu égale dépense, on n'a rien économisé. Si on a une épargne, on se pose la question de savoir, quelle épargne? Quand je suis pour la première fois allé à l'American Management Institute, on nous donnait les licences pour enseigner l'entrepreneuriat. Le premier jour, c'est de dire, dans 5 ans, dans 10 ans, comment vous voyez, quel niveau de vie, quelle maison, quelle voiture. Où est-ce que vous en êtes? Tous, quand vous sortez, vous dites, je suis en retard, moi, qu'est-ce que je fous là-dedans? Vous ne pouvez pas sortir de là et aller vous faire employer pour 500 000 ou 1 million. Hier, d'ailleurs, je crois que j'ai partagé avec vous, il ne faut pas être très ambitieux pour gagner 1 million par mois. Il y a de grosses fortunes qui se sont créées au Sénégal, lu ñuy def for ay xottu saaku am ay nit ñu lay wëral ci kër yi amu leen xottu saaku nga jaay leen fukki dërëm bu ñu dajalee ba am 1 million de sacs dem jaay ko par exemple la Sonacos qui doit donc transposer l'arachide mais li mu jënde woon 50 francs mi ngi koy jaayee 300 francs sur 1 million de sacs. S'il a gagné 100 francs, ça veut dire 100 millions. yow nga romb ko ak sa cravate bu rëy di xujj bu weer dee nga tàllal sa loxo ñu teg ci 300 000 nga naan mais pas bi saako lay jaaya. Je vous ai dit parler de mon Pël Fouta qui vend des cocos. yeewu suba ne ma monsieur Tall man am na lu ma denc de dama bëgg jënd immeuble bi ma ne ko mais immeuble bi 700 millions ma ne man denc naa 350 millions bés bu nekk ma romb ko ci buntu kër bi muy door sama kanam la woon. wut na 100 personnes ku ci nekk da nga ñëw xëy joxe sa carte d'identité moom mu jënde ko bi 60 jaayee la 80 yow nga dem jaayee 100 bu ngoonee nga ñëw verser récupérer sa carte d'identité 100 brouettes 100 cocos ça fait 10 000 cocos. S'il vend 10 000 cocos avec une marge de 20 francs ça fait 200 000 par jour 30 jours il a atteint le salaire. xam nga bi quand Madame Lach a dit tout à l'heure 6 millions, vous avez dit certainement quelle prétention. Jaay ay coco am 6 millions. C'est un minimum. C'est un minimum, je l'espère bien. C'est la barre minimale. Aujourd'hui. D'accord. Donc, je pense qu'il faut qu'on se mette dans l'état d'esprit. Je ne vous ai pas dit de devenir des gens qui courent toujours derrière l'argent, des gens qui n'ont pas d'âme, non. Je vous dis simplement, l'aventure que vous entreprenez a des exigences. C'est un univers de rêve,
mais dont il faut revenir pour maintenant être réaliste et se dire comment je vais y aller. On rêve d'un mieux-être et on revient sur Terre pour se dire comment je peux faire pour que le rêve devienne réalité. Hier, on a parlé de techniques de créativité. Je vous ai parlé d'une des techniques, mais il y en a des centaines. Aux États-Unis, il y a aujourd'hui des MBA de créativité. Mais je vous ai parlé d'analyse. Je vous ai parlé de ce tableau et j'ai pris l'exemple du téléphone. Quand le téléphone des anciens temps rencontre la radio, la télévision, la montre, ça fait un smartphone. Quand le smartphone rencontre la banque, ça devient un moyen de paiement. Donc vous pouvez, à partir rien que de ce tableau-là, vous amuser à croiser des produits et des fonctions. Admettons, vous dites ici, mettez un lit, mettez ici un miroir, mettez ici, je ne sais plus quoi, une maison, et puis mettez ici lumière, mettez ici le vent, mettez ici peut-être le soleil. Croisez-les. Lit, lumière. Donc lit, la fonction c'est dormir, lumière c'est éclairer. Et là, votre esprit doit voguer. Donc ici, lumière, miroir. Bon, le miroir nous renvoie notre image et la lumière l'éclaire. Donc en fait, c'est bête et méchant. Mais ça peut être à l'origine de très très belles créations. Vous pouvez aussi prendre les lettres de l'alphabet A. On le fait souvent dans nos ateliers. Vous prenez A jusqu'à la 26e lettre. Sur chaque lettre, vous imaginez 10 idées de projet. À la fin, vous en avez 260. Si vous croisez ces idées de projet avec des fonctions de la vie, on mange, on se déplace, on boit, on travaille. Donc, ces fonctions-là, par exemple, vous prenez une idée, vous la croisez, vous allez voir ce que ça peut donner. Mais c'est des techniques de créativité, il ne faut pas considérer que c'est des techniques inutiles. C'est des techniques qui sont bien utiles et qui peuvent aider justement à créer donc vraiment des choses. Bon, je ne sais pas, vous voyez bien, Facebook, c'est parti d'une idée bête de vouloir identifier des étudiants d'une école. Et puis après, finalement, certains ont parlé de besoins. Finalement, c'est devenu, ça fait des milliards. Les idées qui font les milliards ne sont pas les idées les plus intelligentes. L'argent n'aime pas les gens intelligents. Donc je crois qu'hier, on s'est fixé sur ça, sur la créativité. Aujourd'hui, maintenant, je dois vous parler d'esprit d'entreprise. Alors, souvent, vous entendez dire entrepreneur, on l'est ou on ne l'est pas. Évidemment, si moi je veux vous enseigner l'esprit d'entreprise, ça veut dire que je ne crois pas à cette assertion. Je suis de ceux qui croient que chacun a un don inné. Mais on peut renforcer l'esprit d'entreprise. Cette discipline a été créée par un Américain qui était dans une université qu'on appelle Harvard. Beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Les meilleurs esprits de l'Amérique sortent de là. Maintenant, je ne pense pas, comme je vous ai dit encore, que ce soit une excellence de l'enseignement qui fait que les gens de Harvard dominent le monde. On revient au réseau relationnel. Quand vous êtes dans Harvard, vous êtes dans un réseau relationnel. Si moi j'entends qu'il y a un poste à pourvoir, je pense à mon réseau, je le mets dans mon réseau. S'il y a un marché, je le mets dans mon réseau. Et ce réseau-là devient un réseau de solidarité tel qu'il est porteur de plusieurs intérêts. On vous dit souvent que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes membre de la chambre de commerce, vous êtes membre de l'organisation du patronat ici ou là. Vous êtes le membre des entrepreneurs talibés mourides.
Vous êtes membre, entrepreneur, talibé tidian. Mais c'est des cercles de préférence. Et la réalité de l'entreprise fait que il faut s'inscrire dans un réseau relationnel. Avoir un bon système d'information va faire une différence. Et ça, c'est fondamental. C'est dommage, dans nos pays, souvent les étrangers sont organisés en réseau. Je ne veux pas systématiser, mais regardez autour de vous. Il y a en fait des cercles de préférence de distribution de certains marchés. Si vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. Et je crois qu'il est fondamental à ce niveau-là de prendre conscience de ça. Alors, McClelland est donc de Harvard, il dirigeait la chaire de psychologie de cette université. À un certain moment, il s'est dit, mais quand même, nous, en Amérique, on devrait se poser des questions. Voilà que des gens entreprennent et réussissent. Il y en a d'autres qui entreprennent et qui n'y arrivent pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas, comme en fait dans une classe, nous avons de bons élèves et qui y arrivent, nous avons des élèves qui n'y arrivent pas. Est-ce qu'on pourrait trouver là une clé qui nous permette de faire de ce qu'on appelle des mauvais élèves de bons élèves? De la même façon, est-ce qu'on pourrait trouver une clé qui nous permette d'éviter à certains d'échouer dans leur projet d'entreprise? Et donc, il s'est dit, je vais essayer d'utiliser les outils que j'ai. Et il commence à faire des enquêtes. Mais quand vous faites un tel travail, il y a ce qu'on appelle un outil d'analyse discriminatoire. C'est-à-dire, quand vous voulez séparer deux populations, bons élèves, mauvais élèves, vous dites, mais qu'est-ce qu'on trouve chez les bons élèves qu'on ne trouve pas chez les mauvais élèves? Ça, ce serait un critère discriminant qui fait en sorte, qui explique en fait leur différence. Bon, cet enfant, ses parents sont des enseignants. Est-ce qu'on retrouve dans l'autre lot des jeunes gens qui ne réussissent pas, dont les parents sont des enseignants? Vous essayez, sur une population peut-être d'1 million, de vérifier. Bon, ces enfants, ils habitent très loin de l'école. Ces enfants, ils habitent très près de l'école. Ces enfants, ils ont un prescripteur. Quand ils arrivent chez eux, il y a quelqu'un. Donc, à la limite, finalement, vous allez retrouver un ensemble de critères qui font le bon élève. C'est exactement ce qu'il a fait pour les entreprises. Maintenant, il a l'avantage de l'avoir fait sur les États-Unis, de l'avoir fait sur le Mexique. Et à un certain moment, il était devenu hippie, il s'est retrouvé en Inde, il l'a expérimenté en Inde. Et ses disciples indiens l'ont expérimenté en Afrique. Moi-même, j'avais accompagné un de ses disciples, qui est le père de l'entrepreneuriat en Inde, malheureusement qui est décédé l'année dernière, à quand même 108 ans, M. Patel. Il est venu au Sénégal, il était tombé amoureux du Sénégal. Et donc, c'est lui qui a vulgarisé ces techniques-là. En fait, on part de quoi? Si on part de ce principe de discrimination, ça veut dire que je vais essayer d'identifier chez les bons entrepreneurs des choses que je ne retrouve pas chez les mauvais entrepreneurs. Ou alors, je vais identifier des défauts qu'on trouve chez les mauvais entrepreneurs qu'on ne retrouve pas chez les bons entrepreneurs. Alors, à force de le faire, il est arrivé à 16 caractéristiques. Après, je vais vous les faire défiler. Mais quand il part en Amérique latine, il se rend compte du fait que là, on parle de caractéristiques en termes d'attitude, de comportement, de motivation. Il se rend compte du fait que son modèle ne marche plus quand on passe en Amérique latine. C'est un autre modèle. Donc, il est obligé de dire, il y a un socle de base peut-être, mais maintenant, il y a des variantes qu'il faut utiliser suivant la psychologie, la sociologie des gens et l'environnement. Première révision donc de la méthode. Ensuite, il se trouve en Inde, c'est là qu'il a vraiment développé son système, parce qu'il est tombé dans une région qui s'appelle le Gujarat en Inde. C'est là qu'il y a essentiellement d'ailleurs
cette région est aujourd'hui pour une bonne part habitée par des musulmans. L'explication, c'est que aussi, vous savez que l'Inde a un phénomène de secte qui est tellement prononcé que certains deviennent des parias. Il y a des gens à qui on dit, vous serez malheureux sur terre. Loo mënti defit doo tedd ci suuf. Loo mënti defit boo deyee safara nga jëm. Donc il y a des gens qu'on a installés dans cette conviction-là. Il n'y a rien à faire. Alors, ils tombent dans cette région-là. Et beaucoup de ces gens, finalement, ont fini par se convertir à l'islam. Mais enfin, ce n'est pas ça le propos. Lui, il tombe dans cette région. L'Inde, peut-être vous ne connaissez pas, mais moi, quand j'étais jeune, quand j'entendais parler de l'Inde, c'est la famine, c'est la mousson, c'était souvent des épidémies, ceci ou cela. L'Inde, aujourd'hui, sur beaucoup de paramètres, est devenue un des champions sur le plan mondial. Comment ils y sont arrivés? Magley Land se retrouve dans cette région. Inde agricole, donc la première richesse, c'est la terre stérile. Il n'y a que des pierres. Le sol est argileux. Donc, on ne peut pas espérer réussir en agriculture. Zone aride, il n'y a pas de pluie. Encore une raison de ne plus croire à l'agriculture. Et puis, des parias, des gens qui ont aucune ouverture. Donc, il tombe sur ces gens-là, il se dit, mais en Amérique, tout le monde est motivé à réussir. Les gens y croient. Mais cela, mais mon modèle ne marche pas. Moi, j'ai toujours pensé que le modèle motivationnel est un modèle fondamental. Voilà des gens qui ne sont pas motivés. Et ils commencent donc à les pratiquer. Bon, les gens lui disent, mais nous sommes des maudits. Dieu nous a donné une terre stérile. Il n'y a pas de pluie. Il dit, mais regardez votre environnement. Et quand je vous parlerai de capacité à observer, j'ai insisté là-dessus hier, observer son environnement pour comprendre, pour saisir des opportunités, pour les transformer. Vous comprenez à quel point c'est important. Il dit, regardez votre environnement. Les filles, on commence. Il dit, je vous paye à aller collecter des pierres. Allez dans les montagnes, amenez-moi des pierres. Dans sa curiosité d'Américain, il cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les pierres. Il casse une pierre malachite. Il casse une autre pierre rubis. Il casse une autre pierre trouvée plus profondément, il y a du fer. Plus profondément, il y a du diamant. Ça commence à être intéressant. Là. Les gars lui disent, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? On lui dit, non. Écoutez, allez me ramasser des pierres. Ils forment certains à faire des vases en malachite, à faire des cendriers, à faire des statuettes. Ils chargent un premier conteneur, vend aux États-Unis, millions de dollars qui arrivent. Kuñ fi do fi tedd suba da ngay dem safara te millions yi commencé weddi. Donc à la limite le système motivationnel change. Le Gujarat est devenu une des régions les plus riches de l'Inde. Quand nous y sommes arrivés, j'étais avec un Camerounais et un Sud-Africain. Nos références, c'était l'Angleterre et la France. Le gars nous a dit, écoutez, cessez de parler de votre France là. Il y a 50 millions de Français en France. Ici, Gujarat, on a 50 millions d'Indiens qui sont milliardaires en dollars. La référence, ce n'est pas la France. Donc vous voyez, quand un système motivationnel change, comment la réalité peut changer? Et c'est là qu'il invente son fameux concept de need of achievement. Ce sursaut-là. C'est dans ce process-là qu'on peut vous amener. Regardez votre environnement. Regardez toutes les opportunités que vous ne saisissez pas. Regardez tous les besoins qui sont mal satisfaits. Allez vous enrichir sur d'autres marchés. Vous allez comprendre que cette ouverture-là est quelque chose de fondamental.
Nous avons beaucoup parlé de Bissap. Hier, je ne vous ai pas révélé un de mes secrets. On devait aller négocier. Tidiane Silla, qui a été ministre du Tourisme, était à l'époque directeur de ce qu'on appelait donc ce qui est devenu le CEJAC et qui était l'Institut de gestion, quelque chose qui appartenait à la CAO. Et puis, je me retrouve donc dans le corps enseignant et j'ai un homologue à HEC Montréal. Un beau jour, il me dit, écoute, on ne va pas travailler aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous qui est très important. J'ai des associés qui importent des plantes pour les revendre à un institut et qui nous les achètent très cher. Si tu veux, tu peux m'accompagner. Quand j'arrive chez lui, la fameuse plante précieuse, Bissap bu xonq la. Je dis, mais ça, il y en a chez nous. Non, écoute, c'est pas la peine, ça vous. Il n'y en a pas chez vous. On ne trouve qu'au Soudan. Je dis, mais tu me mets à l'épreuve. Et j'ai écourté mon séjour d'enseignement à HEC Montréal. Je suis revenu au Sénégal. J'ai collecté donc mes variétés de bissap. Je leur amène, ils me disent, mais ce qui est curieux, c'est que tes variétés de bissap, ce n'est pas les mêmes, il y en a plusieurs. Donc, ici, on parlait de bissap bu xonq, c'est après qu'on a parlé de vinto ordinaire. Mais en fait, dans le bissap bu xonq que j'avais amené, ils avaient 10 variétés. Celle-là plus riche en calcium, celle-là plus riche en magnésium, celle-là plus riche. Ils envoient à leur laboratoire. Le laboratoire est un laboratoire qui soigne des gens qui sont en phase terminale de cancer mésastase. La meilleure façon d'avoir un système de traitement qui soit efficace, c'est que ce soit accompagné de bissap. Ils découvrent que le bissap, vous savez qu'un organisme malade, c'est un organisme engorgé. Et quand l'organisme est engorgé, c'est le foie qui est surchargé. Il n'élimine plus. Et le bissap est un cholagogue, il permet d'éliminer. Et donc, moi, pour compliquer les choses, j'avais des amis dans le Baol. Et puis j'ai découvert que le calife des Mourides avait des daras. Et dans ces daras, les enfants mangent du lard. Il n'y a pas de lait caillé, on met du bissap. J'avais un ami qui était le neveu du calife. On y va, le calife nous dit, bu ngeen leen indi les sow, ñu jox leen bissap. Alors, moi, le bissap, tout frais inclus, il me revient à 300 francs. Et mon ami, de me faire une première proposition, première variété 3 000 francs, deuxième variété 3 500, il y a une autre variété à 6 000. Écoute, si tu peux nous faire 100 tonnes, je lui renvoie pour dire c'est pas possible. Il me dit écoute, si ce n'est pas possible, il n'avait pas compris lui. Moi je lui disais je ne peux pas avoir 100 tonnes. Lui avait compris que les prix qu'il m'avait proposés n'étaient pas bons. Il améliore ses prix. J'enseignais au CESAC et j'avais un bureau d'études. Évidemment, je reviens au bureau pour dire, les amis, la consultation, on met de côté. Et alors, l'histoire est plus cocasse que ça, parce que j'avais un compte à la BICIS, je m'excuse, je dois les nommer, et il y avait un monsieur qui était directeur d'exploitation qui s'appelait M. Rouanet. Et puis, qui voit comment ouvrir un crédit documentaire pour 100 tonnes de bissap à un prix exorbitant. Lui ne sait pas ce que c'est que le bissap, bon français, il m'appelle, me dit, bon, Monsieur Lee m'a dit que vous vouliez solliciter donc un crédit pour chose. Je dis oui, il me dit, mais le bissap c'est quoi? Je lui amène une variété de plantes. Il se renseigne auprès des autres toubabs, ils disent, oh c'est comme le quinqueliba, c'est leur affaire de Sénégalais là qui boivent. Quand j'arrive, il me dit non, on n'est pas la banque des quinqueliba et des bissap. Si vous ouvrez votre compte aussi, vous n'aurez jamais de financement. Alors je sors de là, le monde se renverse, et puis je pense à un interdit que m'avait fait mon père. Il m'avait laissé en héritage une maison, il m'avait dit de ne pas la vendre. Il y avait un monsieur qui me poursuivait
pour dire il veut acheter la maison. Je l'appelle, je dis monsieur Aïdara. Il me dit monsieur Tal, ne dites rien. Aujourd'hui, on s'est réunis en famille, on est prêt à aller jusqu'à 20 millions. Il m'a proposé, je voulais lui vendre à 13 millions. 20 millions, je lui dis, on va chez votre notaire. Il me donne mes 20 millions, je me dis, ça me poste comme un bon ban. Au Sénégal, di jënd bisab, di peese bisab, di sol bisab ci ay sac. La suite, fii la lépp doxe tàbbi àjjana du ngeen seet nag sama xaalis bu ma gagné yéen affaire bi du yem foofu. C'est pour vous dire que vérité ici, erreur au-delà. Bissap bi ma doon xeeb parce que bissap au Sénégal on ne cultivait pas le bissap. Le bissap c'était l'affaire des femmes. En fait on mettait autour des champs pour clôturer, pour protéger le bissap. Jigéen ñi ñoo koy jaay wut ci lu ñu régler seeni problème mais lu ñu xeeboon la. Mais parce que aussi on découvre que le bissap est très puissant, il appauvrit le sol. Donc si vous voulez cultiver le bissap, il y a quand même toute une technologie qu'il faut faire. Aujourd'hui, il y a encore dans le domaine des plantes médicinales, quelqu'un a parlé de plantes médicinales hier. Il y a dans le domaine des plantes médicinales de l'or à se faire. Vous avez, par exemple, la lombip. Dans les grands laboratoires, en Europe et aux États-Unis, on prend toujours des laxatifs pour faciliter le transit intestinal. Lalo dafa ratax. Le séné qu'on cultivait en Europe, qui avait les mêmes vertus que le lalo, il est devenu de plus en plus rare. Il coûte excessivement cher, mais aussi il est efficace s'il est séché à l'ombre. Vous voyez les avantages déjà de l'Afrique ou du Sénégal. À l'époque, j'avais un ami, paix à son âme, il est décédé, M. Diallo. Il achetait le lalo à 500 francs le kilo, il le vendait à 1500, 2000. Parce que ces laboratoires l'utilisaient pour le transit intestinal. L'aloe vera, vous voyez ce qu'on en fait. Donc aujourd'hui, si vous avez des secrets de famille sur des plantes médicinales, ça peut être la source aussi d'une excellente richesse. Donc quand on parle d'idées de projet là, je crois qu'il faut élargir, voire plus large. Donc je reviens à McClelland dans son Need of Achievement, et c'est là qu'il a fait ce modèle, qu'il a parfait en Amérique latine, qu'il a parfait en Asie et qu'il a parfait en Afrique. Maintenant, bon, nous avons été parmi les premiers disciples dans les années 81 de ces enseignements-là. Bon, nous avons beaucoup évolué, mais jusqu'à présent, je pense qu'il y a des efforts à faire. Nous n'avons pas d'outils qui ressortent d'une étude précise des comportements, motivations et attitudes de l'entrepreneur africain. Si bien que le modèle est à parfaire. Mais s'il vous met dans cet état d'esprit, vous serez plus avancé que celui qui n'a pas de modèle. Donc c'est de cela que je vais vous parler. L'esprit d'entreprise, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous ai parlé de vision, xam foo jëm, tëral say jëmukaay, se donner des objectifs. Et en fait, c'est une vision d'un avenir meilleur. Mais cette vision d'un avenir meilleur, motivation, bëgg tekki. Et c'est regarder toutes les opportunités qu'on peut saisir pour y arriver. C'est avoir souvent une stratégie d'influence. C'est aussi une stratégie d'excellence, mais c'est également des valeurs travail. Yafous. Lu tax nga réussir ci entreprise. L'entreprise, l'une des premières valeurs, c'est une valeur travail. Da ngay nangu sonn. Mais nangu sonn bi it, il faut négocier avec votre environnement. Parfois, la difficulté en entreprise, c'est que
vous n'êtes pas compris par votre environnement. J'encadre des personnes qui ont plus de 50 ans et qui se livrent à l'entrepreneuriat. Et il faut toujours que vous soyez compris. Un d'entre eux qui est derrière Ziguinchor m'a présenté un projet d'élevage porcin. Bon, musulman, je ne m'y connais pas du tout. Et puis, on commence à s'investir là-dedans. Le projet, quand même, est porteur de beaucoup de promesses d'argent. Mon consultant qui s'occupait de ça me dit non, moi je ne peux pas aller à la mosquée Nasiril Haq Bil Haq et venir étudier un projet d'élevage porcin. Donc j'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui accepte de l'encadrer. Parce que quand il parle, lui, de porc, il en parle avec tellement de passion. Il dit que le porc... Nous, on a tous une idée comme quoi le porc est sale. Mais lui, il va vous dire le porc n'est pas sale. Le porc fait ceci. Le porc, quand il fait ses besoins ici, il ne s'y couche pas. Il a un amour du porc. Mais en plus, sa production part. Le Sénégal est le pays où on paye le moins d'argent pour le porc. La Guinée-Bissau lui adresse une demande qu'il ne peut pas satisfaire. Mais mes consultants ne l'ont pas compris. J'ai dû chercher donc quelqu'un qui est un médecin vétérinaire spécialisé pour l'encadrer, mais il fait partie. Les autres font de nobles poulets, mais donc il faut être compris par son environnement. Mais quand je parle de l'environnement, c'est aussi l'environnement familial. Aujourd'hui, vous parlez avec aisance de pisciculture. Je vous ai dit ce qui m'est arrivé avec cette dame qui m'a dit, la fille faisait à Gaston Berger un master. Sama doom ji li ma ñàkk ci moom ñu ni yow danga koy wutal yoon ñëw ni danga ko yóbbu mu jaay waas. Donc pour elle, c'était une façon de dévaluer. Aujourd'hui, la fille est dans un laboratoire Roche au Canada et elle travaille. Bon, elle avait fait un master et s'était spécialisée biologie, machin, après en pisciculture. Elle travaille aujourd'hui sur la reproduction du tchof. Ça commence à être intéressant, ça. Bon, sa mère, elle, le fait que je lui ai trouvé une possibilité de s'inscrire au Canada, d'être dans un laboratoire, waaw monsieur Tall, waaw léegi mën nañu juboo waaye daal sama faatu bi daal benn la wax dëgg yàlla dama ci am bien yéene nag bu doon jaay waas rek kon mu nekkee xaleel mu yóbbu ko Gendar muy jaay waas. Et souvent vous n'êtes pas compris. Mais aussi il y a un autre problème. On parle de jeunes agriculteurs. Dans le projet FAO, on a beaucoup de problèmes de cette nature. Le jeune qui vit en milieu rural, quand vous voulez le fixer sur son territoire, vous avez un problème. Yow say morom yëpp ngi dem France, dem Italie, dem Ndakaaru tekk nga ñëw nii da ngay toog fii di bay li sa maam daan def sa baay di ko def da ngaa nar a wala kaana. Donc votre environnement ne comprend pas. Et vous prenez un jeune citadin, vous lui dites je t'amène à Rosso ou à Ross Béthio, tu vas faire du riz. Et ses parents diront yow sa imam, sa papa bureaucrate, administrateur civil la woon, sa nijaay lii yow nga yeewu suba ne da ngay dem daw ci ay fas ak yu kenn xamul da ngay bëy ay doom toroxal nga ma. Il faut que vous soyez compris par votre environnement. Quand vous êtes une épouse, là encore c'est plus compliqué. Jigéen du nga xam ni du nekk ci kër gi léeg-léeg moo lay jëkk xëy bu waxtu ñibbi jeetu seem yaa koy jëkk ñibbi si et bu ñëwee naan la lu ñu togg reer taajalu la reer xanaa naan la lu ñu togg reer xale yi foo tolloog ñoom defaral nga leen seen devoir wala est-ce que sang leen léeg-léeg mu dem tukki ni day dem mission 5 jours, 1 semaine, nga toog ci biir kër gi boo bëggee wër taasu café sax mu réer la doo xam fu mu koy def. Je connais un de mes amis, il appelle sa femme pour lui dire mais man dama bëgg ndekki xaw ma taasu café.
Alors, et vous voyez, dans ces systèmes-là de désordre, et alors, chose plus grave, quand vous revenez avec votre rapport de mission, il y a des photos, il y a ceci et tout cela. Ah. Qui c'est celui-là? Non, c'est mon collègue. Mais il est un peu trop proche de toi quand même. Hein? Et puis de temps en temps, vous avez quelqu'un qui appelle. Allô, oui, c'est M. Zouang, je veux parler à Mme Diop. Monsieur, c'est pourquoi? Non, je suis un collègue à elle, on s'est connus à Abidjan. Bon, d'accord. Hé, Kaïouyo! Donc, l'environnement doit vous comprendre. Et les hommes aussi, la même chose. C'est que votre environnement ne vous comprend pas. Et vous-même, vous êtes frustré. Dangay dawa ba sonn yeewu suba ñun la huissier bi ñëw na nee na fayloo loyer. Employé nee nañu fayloo salaire. Marché bële nee nañu résilier nañu marché bi. Banque bi nee na financé tu la. Les gars, on n'est encore pas arrivé à la première gare. Si vous pensez que l'entrepreneuriat c'est un univers de bonheur, première gare ngeen wàcc ñu delloo leen seen paas moo gën. Fi ngeen jëm dana métti de léeg-léeg ndox du fa am. Donc il faut que vous compreniez que c'est un environnement d'effort. Maintenant, vous pouvez vous organiser. Le plus important, c'est d'expliquer, de communiquer. Quand vous avez un conjoint, quand vous avez un environnement familial, expliquez-leur ce que vous faites. Faites-leur partager votre vie. Ça, c'est aussi un des éléments de réussite. Et il est important à ce niveau-là que régulièrement, vous fassiez la revue des problèmes que vous avez et que vous les partagez. Alors, la compétence 1, sens des opportunités. Savoir observer son environnement. Observer son environnement, c'est dans le sens de dire quels sont les besoins qui existent, que je pourrais satisfaire, qui sont mal satisfaits, qui ne sont pas satisfaits. Je pourrais ajouter un plus. Ça, c'est fondamental. C'est de là, de ce socle-là qu'on part. Vous pouvez regarder autour de vous. Tiens, faux plafond, est-ce qu'on les fabrique au Sénégal? Les lamplettes, est-ce qu'on les fabrique au Sénégal? Les micros, est-ce qu'on les fabrique au Sénégal? Moi, j'ai animé un séminaire d'entrepreneuriat dans un pays de la sous-région. Les chargeurs téléphone. On n'est pas bête à ce point quand même, on sait faire des chargeurs de téléphone. Quand vous allez aller en Asie, c'est des kits. Vous achetez les kits, vous les montez. Quand vous achetez tous les kits, ça vous coûte 500 francs. Donc, je crois qu'il faut observer son environnement et se dire, dans cet environnement, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités à saisir? Savoir déceler de nouvelles opportunités. Mais surtout, l'entrepreneuriat qui réussit, l'entrepreneur qui réussit, c'est celui qui sait agir pour saisir l'opportunité. Les idées n'appartiennent qu'à ceux qui les réalisent. Si vous remettez à demain, quelqu'un, dans la journée même, fera prospérer justement le projet. Capacité d'initiative, motivé pour réaliser son idée, entreprendre ce qu'il doit faire sans contrainte. Daf lay jaral nga jóg di ci daw di ci wax. Je crois que ça c'est fondamental. Agir pour créer et développer son entreprise. Ne dites pas, un de vos collègues l'a fait hier en me disant, j'ai un terrain, je ne sais plus où il est, qui vaut 60 millions. Et puis j'ai pas de capital, j'ai pas de moyens. Tu es assis sur de l'or, et puis tu es en train de me dire, j'ai pas de moyens. Ce qu'il y a, c'est qu'en entreprise, bon, à mes 100 000 ngay doré. Souvent, les projets qu'on voit grandioses, les gens sont partis de rien. Et donc, quand vous avez fait l'inventaire de votre capital, de ce que vous avez, et mettez ces moyens-là, et commencez. Le reste, ça va arriver. Trouvez les moyens pour obtenir financement, équipement, lieu de travail, assistance. Mais il y a aussi, on a beau dire, aujourd'hui,
les programmes de l'État sénégalais pour encadrer les jeunes entrepreneurs deviennent une réalité. Il y a des problèmes, certes, il ne faut pas les ignorer. Mais je vois des gens qui n'ont aucune recommandation, qui n'ont que leur idée, qui sont allés sur le site s'inscrire, on les a convoqués, ils demandaient 20, on leur a donné 5. On commence avec. Je pense qu'il faut y croire. Allez partout où vous entendez que vous pouvez trouver une possibilité, allez-y, demandez. Si on vous dit non, ce sera ça de gagner. Mais ne vous fermez pas la porte des opportunités. Capacité à constituer un réseau d'information et un réseau relationnel. Prend le soin de faire une enquête personnelle sur le secteur d'activité visé, sur le produit-service qu'il veut vendre, se préoccupe de la portée et des limites des résultats de l'étude de marché. Mais réseau relationnel. Insérez-vous dans, renforcez tous vos réseaux relationnels. Hier, Pape Falilou vous avait dit de constituer un réseau WhatsApp. Moi, j'ai vu au fil des ans les réseaux se constituer. À l'époque, il n'y avait pas de réseau WhatsApp, mais depuis 5 ans, je vois sur des réseaux WhatsApp. Les entrepreneurs ou les candidats entrepreneurs créent un réseau, ça devient une plateforme. Je cherche tel produit, je cherche tel truc, je cherche telle expertise. C'est déjà une richesse dont il faut vous priver. Il ne faut pas vous priver. Je vous ai dit, la plus grande richesse en matière d'entreprise, c'est une richesse humaine. Il est fondamental de tisser vos relations. Ayez le téléphone de tout le monde, ayez le mail de tout le monde, échangez entre vous. Les Japonais disent que dans toute discipline, 5 intelligences moyennes valent mieux qu'un prix Nobel. Si vous prenez vos idées de projet, vous les exposez, ne soyez pas dans le carcan du projet secret. Les idées, tout le monde est aussi intelligent que vous. Ce n'est pas avoir l'idée, c'est la capacité à agir, la capacité à faire de l'idée un produit ou un service sur lequel le marché adhère et accepte de vous donner de l'argent. Et donc je crois qu'il est fondamental le réseau d'information et le réseau relationnel. Mettez-vous toujours au diapason, donnez-vous l'occasion, allez dans les chambres de commerce, allez dans les chambres de métier. S'il y a une association de ceci, allez-y. Vous y tirerez toujours un grand profit. Et je crois qu'il est fondamental. Mais non, évidemment, se renseigner sur un secteur, enquête personnelle. Sur le secteur visé, il est important. Je veux faire de l'aviculture. Il faut quand même connaître les opportunités, mais aussi le secteur a beaucoup de difficultés actuellement. Et maintenant, une étude de marché, c'est une façon d'approcher une réalité. Ce n'est pas la réalité. Donc, il faut savoir quelles sont les limites. Et je crois que ça aussi, c'est fondamental. Si nous sommes vraiment en entrepreneuriat, en principe, ce que moi je dois faire, ce n'est pas vous enseigner et m'arrêter là, vous enseigner une technique et m'arrêter là. Par exemple, avec l'université de Stanford, on donne aux candidats entrepreneurs un canevas d'études de marché. On les aide à élaborer l'étude de marché. Ils vont faire leur étude de marché et reviennent le partager. Donc l'entrepreneuriat, à la différence de l'approche projet, c'est qu'on est en train de construire des compétences. On vous donne les outils du consultant pour analyser un environnement, savoir si c'est un environnement porteur, pour interroger un marché, pour savoir est-ce qu'il va adhérer, pour structurer un financement et savoir est-ce que ça va dans le sens des exigences donc du banquier ou de l'institution de financement, pour interroger un système d'exploitation pour savoir s'il va être rentable. Donc c'est vous qui devez, en fait nous devons, la technique doit être de vous transmettre suffisamment d'éléments qui vous permettent d'aller sur le terrain. On doit vous donner des outils qui vous permettent, à la limite, on vous jette dans la piscine, vous devez nager. Hein? Donc bon, maintenant les modèles diffèrent, hein? Mais le modèle qui donne le plus de résultats, c'est le modèle qui fait très peu place à l'enseignement magistral
et qui donne la pratique avec un encadrement, avec un système de coaching. Prends l'avis des experts, je crois que ça c'est important, il est toujours bon. Ça ne veut pas dire que vous allez les payer. Il y a des gens, si vous allez les voir, ils vous conseilleront gracieusement. S'informe pour connaître les besoins d'un client, d'un fournisseur, c'est important. Client, il faut aller vers le client. Il faut l'interroger, il faut le suivre, il faut savoir quels sont les besoins. En marketing, évidemment, il y a plusieurs formes de besoins. Le besoin, il épouse d'ailleurs le besoin en entreprise épouse les éléments de satisfaction du client. On a parlé tout à l'heure, ça ne va pas déplaire à mes esclaves sérères, on a parlé besoin manger. Monsieur Nour, vous êtes où là? Un jour, je demande à un de mes collaborateurs, je dis, tu tournes à gauche et lui tourne à droite. Je lui dis, comment je dois te dire en sérère? Il me dit, main droite, c'est Benyama. Donc la maison avec laquelle tu manges. Ça veut dire que vraiment, la part des choses est faite entre tout couleur et sérère. Le principe premier pour le sérère, c'est Benyama. Donc, manger. Mais le besoin manger, ce n'est pas un besoin unique. Je vous ai dit, certains vont lester l'estomac. D'autres, bon, ils vont être un peu plus exigeants, mais ils n'ont que les moyens de Tchébouyaboui. D'autres disent, ben, moi, c'est Tchèb avec Tchof. D'autres disent, bon, écoutez, Madame Untel, regardez-moi sur les restaurants de la place, où est-ce qu'on sert, bon, hein? Un caviar peut-être, hein? Vous voyez, Madame Lach, elle a des machins qui la traduisent, elle est à 6 millions par mois quand même. On peut se permettre à 6 millions par mois de demander du caviar. Mais ça veut dire que là, on n'est plus dans la réalité fonctionnelle de remplir un estomac. Un repas, d'abord, quand vous allez aller dans ce restaurant, on va vous reconnaître. On va dire, Monsieur Gay, ah, ça fait une semaine qu'on ne vous a pas vu. Ah, vous aviez voyagé. On nous a dit que... Comment s'est passé le voyage? Très bien. Écoutez, il y a votre collègue un tel qui est là. Est-ce qu'on vous met ensemble? Et puis, ça vient de défiler. On vous offre du champagne, on vous offre du ceci, on vous offre... Mais là, ce que vous achetez, c'est votre standing. Donc, à la limite, dans le besoin se profile aussi la projection qu'on fait de soi. Et c'est ça qu'on vous fait payer. Parce que ici, le thiéboudienne à la maison, peut-être pour tout, il va vous coûter 20 000. Pour 10 personnes, ça fait 2 000. Mais quand vous allez au restaurant, certains restaurants, le seul repas peut coûter 50 000, parfois 100 000. Quand vous allez dans des restaurants clubs, où il faut être membre du club, à partir de ce moment-là, vous ne demandez même pas la facture. À la fin du mois, on vous l'envoie. Madame Untel, ma facture de tel restaurant est arrivée, il faut la payer. Quand vous voulez acheter des habits, c'est pourquoi? C'est pour être décent. Mais si vous voulez vous distinguer à travers votre habillement, ce n'est plus le cas. Da nga bëgg yére boo sol demal Colobane fëgg jaay am na fa téeméer nga am simis am tubéy te sabar gi day neex dañ lay tëggal nga dóor sa pooj yor sa tubéy jël sa simis dem sa yoon téeméer nga joxe. Mais
Monsieur Amara Silva, le grand footballeur qui a réussi en Europe, il ne va pas porter ça. Chemise Hugo Boss, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Hein? Mais Hugo Boss, vous n'allez pas l'acheter dans un magasin. Quand vous arrivez à Paris, vous êtes certainement, disons, au Georges V, 500 000 la nuit. Vous arrivez, on vous accueille à la coupée de l'avion avec une Rolls-Royce. Quand vous arrivez, tout le monde est à votre attention. Monsieur Silva, vous êtes enfin à Paris. On a suivi votre dernier match. Bon. Écoutez, il y a Smalto qui a appelé. Il a sa dernière création. Il y a des pistes uniques. On ne fera que pour vous, monsieur Silva. Bon, très bien. Il est prêt à se déplacer avec son équipe donc d'hôtesse pour votre épouse. Oui, madame Silva aussi. Il y a d'ailleurs tel joaillier qui voudrait lui présenter son concours de choses. Bon. On prévoit quand? Bon, écoutez, laissez-moi voir si mon ami Diop est là. On va partager ça ensemble. On vient dans votre suite, on défile, les gens se pavanent. Madame Silva est en train de choisir ses colliers. Même si elle choisit des vêtements intimes, les slips et les soutiens-gorge sont en soie. À ce niveau-là, c'est au moins 1 000 €. Les costumes, j'ai eu un client que j'ai accompagné qui m'en a voulu. Il avait acheté un costume à 5 000 €. Moi, je l'ai trouvé dans un marché. Donc, parce que c'était la même marque. Mais quand on saisit le bien, il y a un endroit, c'est un club. Un de mes anciens condisciples à l'Institut supérieur de gestion m'avait fait entrer dans ce club. Moi, je suis allé acheter donc, le costume à moi, je crois que c'était moins de 1 000 €. Donc, c'était un costume évidemment d'une rare qualité. Mais lui, on est venu lui présenter le costume à l'hôtel. En même temps, bon, on lui a amené des cadeaux de parfum et tout ça. Donc, il faut savoir que le besoin ne correspond pas en réalité donc à la fonctionnalité. Un produit, il est fonctionnel. Yéré, ça vous couvre. Mais yéré, ça distingue. Et plus on s'élève dans la hiérarchie des besoins, on atteint les besoins d'estime. Vous connaissez la pyramide de Maslow. Les Knan, ça. Mais au summum, mais ça, s'il y a quelqu'un qui peut vous vendre le même costume qui coûte peut-être tant, il vous le vend 10 fois plus cher parce que vous allez payer, pourquoi pas? On aimerait bien être les entrepreneurs qui sont dans ce domaine-là. Donc, il faut comprendre que le produit a une dimension fonctionnelle. Yéré, d'abord, de flay couvrir. Yéré, day tax peut-être, do yek sedd bi wala do yek tangay bi. Mais yéré, sous le waré distinguer, ça veut dire qu'au-delà de la fonction, ici c'est la fonction, c'est ce à quoi ça sert. Mais le produit, il a non seulement une dimension fonctionnelle, mais une dimension périphérique. C'est une dimension psychologique. C'est celle qui vous permet de vous distinguer.